Bonjour, alors aujourd'hui on va parler d'hypochloridrie et d'achloridrie, donc de problèmes d'estomac. Alors j'ai une vidéo complète sur la gastrite que je vais mettre qui apparaît en haut à droite de cet écran. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si vous avez des problèmes d'estomac. Je vous invite aussi à aller faire un petit tour sur mon site internet thecandidatslayer.com dans lequel j'ai un cours, un protocole pour réparer son système digestif. Je mettrai le lien dans dans la description sous cette vidéo. Alors, je vous liste ici, quelques études que j'ai utilisées pour faire cette vidéo. Je mets aussi, ces études, dans la description sous cette vidéo si vous voulez aller les lire. Alors, l'hypochloridrie et l'achloridrie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'hypochloridrie, c'est un manque d'acidité gastrique, donc un pH trop élevé. Donc le pH, c'est une échelle qui sert à mesurer l'acidité et l'alcalinité. Donc ça va de 0 à 14. Au milieu, on a le 7 qui est neutre. Donc de 7 à 0, plus on descend vers le 0, plus c'est acide. Et plus on monte du 7 vers le 14, plus c'est alcalin. Donc l'hypochloridrie, c'est quand il y a un manque d'acidité gastrique, donc c'est-à-dire que c'est pas assez acide, c'est trop alcalin, et donc c'est avec un pH au-dessus de 3, et au-dessus de 3. L'achloridrie, c'est quand il n'y a pas du tout d'acidité gastrique, donc c'est un pH d'au moins 7, de au moins neutre et alcalin. Alors donc, qu'est-ce que c'est que l'acide gastrique? Alors, l'acide gastrique est produit par les cellules pariétales qui tapissent la paroi de l'estomac. Alors, on va voir ce que c'est exactement. Donc ici, vous avez un dessin qui vous montre une coupe de la paroi de l'estomac. Et donc, vous voyez ici, c'est la surface sur laquelle on voit comme des petits puits. Et en fait, dans ces puits, on a ces glandes gastriques. Et ici, on a un zoom pour voir exactement ce que sont ces glandes gastriques. On a la cellule pariétale ici, c'est ces petites cellules un peu violettes foncées que vous voyez partout aussi ailleurs. Mais donc, en revenant sur le zoom, on a la cellule pariétale ici. Donc, on va revenir sur ce dessin après. Mais donc, l'acide gastrique est produit par les cellules pariétales qui tapissent la paroi de l'estomac. On vient de voir ce que c'est. Ces cellules ont des pompes à protons. Alors voilà, ça explique pourquoi on parle d'inhibiteurs de pompe à protons quand on parle de médicaments antiacides. On appelle ça les IPP, les inhibiteurs de pompe à protons. Les médicaments antiacides, c'est la même chose. Donc ces cellules ont des pompes à protons qui déplacent les ions hydrogène de l'intérieur de la cellule pariétale vers la lumière de l'estomac par un gradient de concentration. Ces pompes sécrètent de l'acide en réponse à 3 signaux neurohumoraux, l'acétylcholine, la gastrine et l'histamine. Alors, on va reparler de ces choses-là plus tard. Juste une petite parenthèse sur l'histamine. Je parle de l'histamine dans plusieurs vidéos, mais notamment dans 2 de mes principales vidéos. Ma vidéo sur l'intolérance à l'histamine et aussi ma vidéo sur la gastrite. Donc, dans ma vidéo sur la gastrite, j'explique déjà que l'histamine est importante pour la sécrétion d'acide gastrique. Dans ma vidéo sur l'intolérance à l'histamine, je parle de l'intolérance à l'histamine et j'explique que l'histamine, c'est pas quelque chose qu'on doit chercher à réprimer, à supprimer. Ok, ça donne les symptômes allergiques désagréables, de nez qui coule, d'éternuement, de problèmes de peau, etc. De démangeaisons, tout ça. Mais l'histamine, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire à plein de fonctions dans notre corps. Et notamment, c'est nécessaire pour la fabrication d'acide gastrique. Donc, cette parenthèse, elle est là pour vous dire que si vous prenez des antihistaminiques pour supprimer vos symptômes quand vous avez des réactions à l'histamine, vous le savez, si vous connaissez mes autres vidéos, je suis vraiment contre les produits chimiques de manière générale, dont les médicaments chimiques, parce qu'il y a toujours de nombreux effets secondaires, plus ou moins graves, sur le plus ou moins long terme. Donc si vous prenez des antihistaminiques, vous allez bloquer le processus naturel de votre corps pour fabriquer de l'acide gastrique. Et on va le voir après dans les prochaines diapos, dans cette vidéo, que si vous supprimez l'acide gastrique, vous allez avoir plein de problèmes de digestion, mais du coup, par conséquent, plein de problèmes dans votre corps. Donc parenthèse fermée. L'acide est produit par les cellules pariétales, donc on vient de le dire, et cet acide est composé d'acide chlorhydrique, de chlorure de potassium et de chlorure de sodium. Ça nous donne des éléments pour comprendre de quoi notre corps a besoin pour fabriquer son acide, l'acide gastrique, de potassium et de chlorure de sodium, c'est-à-dire du sel. L'activation de la pepsine. Alors la pepsine, c'est une enzyme qui sert à digérer les protéines.
Hein. Donc en fait, la principale fonction de l'estomac, ça va être de digérer en particulier les protéines, avant les autres macronutriments. C'est surtout les protéines. Donc la pepsine, c'est une enzyme qui sert à digérer les protéines. Et donc l'activation de la pepsine est maximale à un pH de 2 ou moins, et son activité protéasique, donc sa capacité de digérer les protéines, est optimale à un pH de 1,8 à 2,3. Donc là, ici, c'est quand même important de souligner ça parce que beaucoup de gens pensent que notre estomac ne doit pas être très acide. Mais en fait, regardez, l'acidité de notre estomac est entre 1 et 3 en fait. Un pH de 1 et 3, c'est très 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 acide. Donc je vais reparler après, mais quand vous avez des médecins qui vous disent « Ah, vous avez des problèmes d'estomac parce que votre estomac est trop acide », votre estomac ne peut pas être trop acide. Et on va voir que c'est souvent l'inverse le problème. C'est pas qu'il est trop acide, c'est qu'il n'est pas assez acide. Mais là, je m'avance, on va y arriver tout à l'heure. Voilà, donc pour revenir vite fait sur ce dessin, donc c'est la coupe qu'on a vue tout à l'heure. On a vu les glandes gastriques ici. Donc on a parlé des cellules pariétales qui produisent l'acide chlorhydrique et qui produisent aussi le facteur intrinsèque. Hein, vous avez peut-être entendu parler de ce terme, le facteur intrinsèque. Ça permet l'absorption de la vitamine B12, donc très important. Donc si vous avez un estomac très abîmé, il est possible que vous ne fabriquiez pas assez de facteurs intrinsèques et que par conséquent vous vous retrouvez anémié, déficient en vitamine B12. Les cellules principales, donc ce sont celles-là, les chief cells, sécrètent du pepsinogène et comme on l'a dit, c'est la forme pro-enzymatique inactive de la pepsine. Il faut l'acidité, il faut l'HCl pour que le pepsinogène devienne de la pepsine, donc qui est l'enzyme qui sert à digérer les protéines. Et puis on a les cellules entéro-endocrines qui sécrètent de nombreuses hormones, dont la gastrine, dont on va reparler tout à l'heure, en présence d'acides aminés dans l'estomac. La gastrine augmente la sécrétion des glandes gastriques et contrôle la vidange de l'estomac. Donc ici vous avez une découpe d'un estomac, je ne vais pas trop aller dans les détails, c'est pas très important ici. Ce qui est le plus important, dont on va reparler dans cette vidéo, c'est les sphincters, hein, les deux sphincters ici et ici, en haut de l'estomac, en bas de l'estomac. On va voir que l'ouverture et la fermeture de ces sphincters, surtout celui-là, on va parler surtout de celui-là, dépend de l'acidité, donc du pH dans votre estomac. Alors, quelles sont les causes de l'hypochloridrie ou de l'achloridrie? Alors, on a l'âge, on va reparler de tout ça après, mais on a l'âge, donc plus on vieillit, plus on peut avoir des soucis d'hypochloridrie ou d'achloridrie. Les IPP, donc j'en ai parlé tout à l'heure, les inhibiteurs de pompe à protons, donc c'est ces médicaments antiacides que les médecins vont vous prescrire si vous venez les voir en ayant des soucis d'estomac, si vous avez des brûlures d'estomac ou si vous avez des remontées gastriques, des reflux, des remontées acides, ils vont vous donner en général des IPP. Alors ça c'est simple, c'est la médecine pouce-bouton, comme dit le docteur Résimond, un symptôme, un médicament. Sauf qu'avec cette logique-là de la médecine allopathique, on traite toujours le symptôme sans jamais chercher à régler la cause profonde. Et on va parler des causes après. Enfin, on va parler de ce qu'on peut faire pour résoudre ces problèmes. Donc, les IPP, ça cause l'hypochloridrie. Okay, les antihistaminiques, j'en ai parlé tout à l'heure, ça cause aussi de l'hypochloridrie, puisqu'on a vu, il faut de l'histamine, il faut l'histamine pour déclencher l'acidité gastrique. Il y a des carences alimentaires, hein. On l'a vu tout à l'heure, qu'il faut, pour pouvoir fabriquer de l'acidité gastrique, il faut du sodium, du chlore et du potassium. Okay, donc c'est très important. Et puis, à noter que le calcium en particulier est nécessaire au bon fonctionnement des sphincters de l'estomac, parce que ces sphincters qu'on a vus là, ils vont être... donc c'est pas quelque chose que vous contrôlez, c'est votre système nerveux autonome qui les contrôle. Et donc le système nerveux autonome, il fonctionne non seulement si vous êtes en état psychologique normal, on va voir tout à l'heure que le stress, c'est une des causes principales de la gastrite et de l'hypochloridrie, etc. Donc pour que ces muscles fonctionnent, hein, ce sont des muscles, hein, ces sphincters, il faut du calcium. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut du calcium, mais aussi du magnésium. Et en fait, comme je le dis et je le répète dans plein de vidéos, il n'y a jamais un minéral ou une vitamine qui fonctionne tout seul ou toute seule. C'est toujours lié, ça fonctionne toujours en symbiose avec, en fait, finalement, tous les autres minéraux et vitamines. Une autre cause de l'hypochloridrie, une infection à Helicobacter pylori, qui est une bactérie qu'on a tous normalement dans notre estomac
et ça devient un problème quand elle se surmultiplie. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles Helicobacter pylori peut se surmultiplier. Eh ben, c'est quand on est en hypochloridrie. Alors je sais, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais malheureusement, dans la santé, c'est souvent comme ça. Donc quand l'estomac n'est pas assez acide, Helicobacter pylori peut se surdévelopper, et Helicobacter pylori fait en sorte aussi de baisser l'acidité de l'estomac. Donc c'est un petit peu un cercle vicieux. Et aussi, Helicobacter pylori va se surdévelopper quand il va y avoir un déséquilibre du microbiote de votre estomac. Oui, il y a un microbiote dans l'estomac. Je vais faire une autre vidéo à part sur Helicobacter pylori, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus ici. Une autre cause de l'hypochloridrie, c'est l'hypothyroïdie. On sait que votre thyroïde contrôle le métabolisme général dans votre corps, contrôle énormément de choses, la libération de plein d'hormones, etc. Donc, si vous êtes en hypothyroïdie, il est possible que vous ayez un souci d'hypochloridrie. L'anxiété et le stress, c'est une autre grosse cause. Ça perturbe le système nerveux autonome dont je parlais tout à l'heure, dont dépend le fonctionnement des sphincters. Donc ça arrête la digestion. Si vous êtes stressé, votre corps a d'autres priorités que la digestion. Donc si vous êtes en mode énervé, stressé, là, votre digestion s'arrête, les sphincters ne vont pas fonctionner correctement, etc. Donc ça perturbe l'activité normale des muscles lisses, les sphincters, et ça perturbe aussi le péristaltisme. Le péristaltisme, c'est le mouvement qui fait descendre vos aliments. Et puis ensuite, on a des causes moins courantes, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Le pontage gastrique, les VIPOM, je ne sais pas trop comment on prononce ça, les irradiations de l'estomac, les cancers gastriques et l'anémie pernicieuse. Alors, quelles sont les personnes à risque? On vient de le voir, c'est toutes ces personnes-là, toutes ces personnes qui prennent ces choses-là ou qui font partie de ce qu'on vient de lister. Donc, ici, je reprends. Donc, les personnes âgées sont des personnes à risque, les personnes qui prennent des IPP, les personnes qui prennent des antihistaminiques, les personnes qui ont une alimentation carencée et inflammatoire, les personnes qui ont Helicobacter pylori, les personnes anxieuses et stressées, les personnes qui ont une hypothyroïdie. Alors, en ce qui concerne les personnes âgées, ici, j'ai pris ça d'une des études que je vous ai listées tout à l'heure. C'est un graphique, en fait, qui nous montre la différence de sécrétion gastrique entre les personnes jeunes et les personnes plus âgées. Donc les personnes jeunes, ici dans cette étude, la moyenne d'âge est d'environ 25 ans, et les personnes âgées, la moyenne d'âge est d'environ 70-71 ans. Donc ici on voit que le pH à jeun, il est à peu près pareil chez les personnes jeunes et les personnes âgées. On voit que c'est principalement entre 1 et 2. Puis là on a le repas qui arrive, et on a une remontée soudaine du pH. Ça monte jusqu'à 6, voire même 6,5. Et ça, c'est dû tout simplement au fait que les aliments vont vont diluer l'acidité gastrique. Donc forcément, si c'est acide et que vous apportez quelque chose qui n'est pas acide, ça va diluer l'acidité. Ce qui est important à voir dans ce diagramme, c'est la différence entre les personnes âgées et les personnes jeunes à la suite du repas. On voit que les jeunes vont avoir leur acidité gastrique qui redescend, le pH qui redescend assez vite, en moins de 2 heures, c'est presque revenu au pH initial, alors que les personnes âgées vont avoir du mal à avoir une acidité qui redescend comme elle le devrait. Donc ils vont être en hypochloridrie comparé aux jeunes. Donc voilà, quand on parle des personnes âgées, le problème, c'est pas tant le pH à jeun, c'est le pH pendant les repas. Et c'est là qu'ils vont avoir du mal à digérer. Voilà. Donc on va en reparler tout à l'heure dans les analyses, les tests qu'on peut faire. En fait, c'est pas très intéressant de tester le pH à jeun. En fait, il faudrait le tester quand on est en plein repas ou après un repas. Alors, quels sont les symptômes, les conséquences d'une hypochloridrie? Il y en a plein. En gras, c'est les principales et les plus spécifiques de problèmes d'estomac. Donc, douleur épigastrique, douleur autour de l'estomac, perte de poids, brûlure d'estomac, nausées, ballonnements, gaz, diarrhée, constipation, douleur abdominale, satiété précoce, vomissement, plénitude postprandiale, c'est-à-dire sensation désagréable de persistance prolongée de nourriture dans l'estomac, dysphagie, les aliments coincent, la glossite, la mauvaise digestion des protéines, les carences nutritionnelles, l'ostéoporose, les fractures osseuses, la vidange gastrique lente, les allergies
et intolérance alimentaire. Les dysbioses comme SIBO, c'est difficile, un Clostridium difficile, ou encore candidose, les reflux, l'héro, le cancer de l'estomac. Donc ici, c'est un peu plus détaillé. Je vous ai pris des extraits d'études que j'ai mis ici. Je ne vais pas les lire. Je vous laisse mettre pause si vous voulez un peu plus de détails. Alors ici, je voulais préciser que les reflux gastriques, les reflux acides, ne sont pas causés par un excès d'acidité. Au contraire, là encore, c'est quelque chose que les médecins ne savent pas très souvent. C'est là qu'ils vont faire l'erreur de vous donner des antiacides. Vous allez les voir en disant que vous avez des reflux. Eh ben, ils vont vous donner des antiacides. Qu'est-ce que ça va faire? Quand vous prenez les antiacides, bah forcément, ça va baisser l'acidité de l'estomac, ce qui fait que les reflux ne vont plus être aussi acides et donc ne vont plus brûler votre œsophage. Donc vous allez être soulagé sur le moment des douleurs. Par contre, est-ce que ça règle le problème? Ça va pas du tout régler le problème que ça remonte dans l'œsophage. Ça va continuer à remonter dans l'œsophage, ça va juste ne plus brûler l'œsophage, mais c'est pas la solution. Et en fait, il faudrait plutôt se poser la question, pourquoi ça remonte? Pourquoi ce qui est dans votre estomac remonte? Eh bien, la raison, c'est que le sphincter reste ouvert. Et pourquoi il reste ouvert? Ce sphincter, il s'ouvre ou se ferme selon le pH dans l'estomac. Quand le pH est acide, le sphincter se ferme parce qu'il a reçu le message qu'en fait, il y a une digestion qui est en cours. Donc, il va se fermer. Quand le pH monte trop et est trop alcalin, bah, c'est là qu'il va s'ouvrir. Donc, ce qu'il faut faire quand vous avez des reflux, ce n'est pas enlever l'acidité avec les IPP que vous donne votre médecin, puisque ça va en fait aggraver le problème. Ce qu'il faut faire, c'est réacidifier l'estomac. J'en parle un peu plus en détail dans ma vidéo sur la gastrite, donc encore une fois, allez la voir, je l'ai mise en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le petit i et vous la verrez. Donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais voilà, ici on a ce que dit un extrait d'une étude. Le reflux gastrique peut être causé par divers facteurs et selon la cause, amélioré ou éliminé sans médicaments. Okay, vous n'avez pas besoin de médicaments pour régler ce problème. Il peut être causé par un sphincter gastro-œsophagien faible. On vient d'expliquer pourquoi il est faible. Il est faible parce que le pH n'est pas bon. Ou alors ça peut être aussi à cause du stress, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça peut le garder ouvert. Il peut être causé par une pression due à la graisse abdominale, par exemple chez les personnes obèses, surtout quand elles sont sur le dos, quand elles sont allongées sur le dos, ça va créer une pression sur l'estomac et ça va, comme quand on appuie sur un ballon, ça va forcer l'estomac à se gonfler ailleurs en fait et ça va garder le sphincter ouvert. Les reflux gastriques peuvent aussi être dus à une hernie hiatale. Une hernie hiatale, c'est quand le diaphragme, au lieu d'être ici, à ce niveau-là, il va être en dessous et ça va compresser la partie haute de l'estomac et ça va perturber l'ouverture et la fermeture du sphincter. Ou encore, ça peut être causé par des reflux gastriques, par des reflux biliaires. Donc ici pour prendre ce dessin là, donc ici vous avez le début de l'intestin grêle et en fait à peu près à ce niveau là vous avez le foie et la vésicule biliaire qui relâche la bile pour pouvoir émulsifier les graisses dans votre bol alimentaire. Quand la vésicule biliaire ne peut pas relâcher correctement la bile ou que la bile est trop épaisse, pas assez fluide, il va y avoir un souci. Au lieu que la bile s'écoule vers le bas normalement, elle va s'écouler vers le haut. Et forcément, ça va provoquer plein de problèmes de digestion dans votre estomac. Et puis, ça va aussi faire remonter le bol alimentaire dans l'œsophage. Donc, c'est une autre chose qui peut se passer. Il est courant de confondre les symptômes de reflux avec l'hyperchloridrie alors que le symptôme serait en fait dû à l'hypochloridrie. Donc franchement, les médecins qui conseillent des IPP aux personnes qui viennent les voir parce qu'ils ont des reflux, franchement, ces médecins, il faut qu'ils se mettent à jour. Il faut qu'ils se mettent à jour, il faut qu'ils lisent des études scientifiques qui expliquent ça. Parce que c'est incompréhensible quand même que des médecins continuent à prescrire ça.
Alors, les analyses permettant de confirmer l'hypochlorhydrie. Je ne vais pas tout vous lire, je vous laisse mettre pause sur cette diapo et lire si ça vous intéresse. Moi, de toute façon, c'est pas ma manière de faire. Pour moi, c'est pas utile de faire ces analyses-là parce qu'avec les symptômes, on peut mais voir très bien si vous avez une hypochlorhydrie ou pas. Encore une fois, on va remonter ici. Les symptômes principaux qui vont vous indiquer que vous avez une hypochlorhydrie, ça va être, voilà, vous rôtez beaucoup après les repas, vous avez des reflux, vous avez notamment un SIBO, ça c'est très souvent dû à des problèmes au niveau de l'estomac. Vous avez des allergies ou des intolérances alimentaires, forcément, puisque si vous digérez mal au niveau de l'estomac, les particules alimentaires non digérées vont continuer dans le reste du système digestif, vont l'irriter. Si vous avez l'intestin poreux, les particules vont passer à travers votre intestin dans la circulation sanguine, et c'est comme ça que ça crée des allergies et des intolérances alimentaires. Voilà, si vous avez une vidange gastrique lente, si vous avez des carences nutritionnelles, si vous sentez que vous avez du mal à digérer les protéines, surtout la viande rouge, si vous avez cette sensation d'aliments qui coince, si vous avez cette plénitude postprandiale, cette sensation que la nourriture reste 1000 ans dans l'estomac, une satiété précoce, des ballonnements, des douleurs au niveau de l'estomac, voilà, c'est pas la peine pour moi de faire ce genre d'analyse. Mais bon. Alors, maintenant le traitement. Alors, comme d'habitude, vous avez le choix entre les médicaments chimiques et les médicaments naturels. Les médicaments chimiques, on l'a vu, créent énormément de soucis. De toute façon, là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de médicaments chimiques pour restaurer l'acidité. Enfin, ça va être de la bêta-NaCl principalement, mais qui est en fait naturelle, donc c'est pas vraiment chimique. Par contre, si on revient au problème des reflux, etc., voilà, vous avez le choix entre prendre des IPP ou alors prendre la voie naturelle qui vous guérira vraiment, alors que les IPP ne feront que masquer le problème pendant un certain temps et puis vous créez plus de problèmes sur le long terme. Donc voilà, la solution pour moi, en tout cas de mon avis, c'est toujours les médicaments naturels. Donc, les plantes amères. Ici, je vous ai mis un extrait d'une des études où il parle de café. Alors, je ne vous conseille pas du tout de boire du café. Et ils l'ont évoqué dans cette étude, mais ce n'est pas la solution parce que le café, au contraire, c'est une des raisons pour lesquelles le sphincter ici va rester ouvert. Je l'explique notamment dans ma vidéo sur la gastrite. Donc, c'est juste ici, en fait, un exemple de plantes amères. Donc, le café, c'est pas une bonne solution parce qu'il y a des alcaloïdes qui vont laisser ouvert ce sphincter. Mais, oublions le café. Mais les autres plantes amères, moi, ce que j'aime bien conseiller, c'est la tisane de pissenlit. C'est le plus simple. Ou alors, ça va être tisane de romarin, par exemple. Les plantes amères vont stimuler la libération d'acidité gastrique dans l'estomac. Ça va aussi stimuler tous les autres organes digestifs, ça va stimuler la libération de bile et ça va stimuler la libération d'enzymes par le pancréas. Okay. Voilà, une étude suggérant que cette stimulation de l'acide gastrique peut être signalée via des récepteurs de goût amer. C'est le goût amer qui est important. Une supplémentation en bêta-NaCl, ça ce sera le plus important. La bêta-NaCl, ça va apporter l'acidité gastrique qui manque à votre estomac. C'est de l'acide en fait que vous prenez en gélule. Des shots acides. Alors, shots acides, comme je l'explique sur ma vidéo sur la gastrite, ça va être dans un petit peu d'eau, vous mettez 2-3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre ou de jus de citron, un petit peu de sel, un bout de gingembre, et vous les avalez ça avant les repas. Et c'est pareil, ça va stimuler la production d'acidité gastrique, ça va acidifier votre estomac, donc ce sera plus simple pour vous de digérer vos repas. Par contre, je ne conseille pas les shots acides si vous avez l'œsophage ou la gorge irritée. Ce sera mieux les gélules de bêta-NaCl dans ce cas-là. Prendre des enzymes digestives, ce sera très important, ça va soulager votre estomac, ça va aider votre estomac et puis votre système digestif de manière générale à mieux digérer les aliments. Mâchez bien, ok. Il faut vraiment enlever un maximum de stress à votre estomac, donc il faut lui donner le moins de stress possible et notamment en mâchant le plus possible pour que ce que vous avaliez soit liquide. Ne vous gavez pas, ça je vois chez beaucoup de personnes qui ont des problèmes de gastrite, ils ont ces problèmes souvent parce qu'ils mangent trop. C'est ces personnes qui n'arrivent pas à s'arrêter de manger. Donc ne vous gavez pas, mangez juste suffisamment pour ne pas avoir faim, mais il ne faut pas que vous mangiez plus que ce que votre estomac peut supporter. Arrêtez le stress, mangez dans le calme, ça c'est très important, on l'a vu, le stress est l'une des premières causes de l'hypochlorhydrie et de soucis d'estomac de manière générale. Le régime alimentaire, ayez un bon régime alimentaire sain, parce que plus vous avez un régime alimentaire dégueulasse avec des produits transformés, plus ça va perturber les signaux naturels de votre corps, plus ça va abîmer votre estomac et votre système digestif de manière générale.
Et puis prenez de la bile si nécessaire, hein, quand on a parlé tout à l'heure, si vous avez ce problème de bile qui remonte, si vous sentez que vous avez non seulement des problèmes d'estomac, mais aussi des problèmes avec les aliments, très gras, et ben, il est possible que, voilà, que vous ayez un petit souci au niveau de la sécrétion de bile. Donc prenez un supplément de bile, pour vous aider pour ça aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'ai un cours pour réparer son intestin et son système digestif de manière générale, comme je le disais au début. Le lien est sous la vidéo dans la boîte de description. Voilà, n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo. Je vous vois dans la prochaine vidéo. À bientôt, salut!